Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne intitulée « Prévenir et agir sur les risques psychosociaux » organisée par VK en partenariat avec SMAC l'Assurance, leader de l'assurance des collectivités locales. En complément de ces contrats d'assurance, SMAC l'Assurance développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. En partenariat également avec la MNT, la Mutuelle nationale territoriale, première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance. La MNT protège plus d'1 million de personnes. Elle accompagne ainsi les agents et les collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. La SMAC et la MNT viennent de publier un guide de bonnes pratiques pour mener une démarche de prévention des risques psychosociaux, dont le lien vous sera envoyé tout à l'heure ou dans la suite de ce webinaire. Alors, vous êtes très nombreuses et très nombreux à vous être inscrits pour suivre cette conférence en ligne sur le sujet des risques psychosociaux ou RPS, un sujet qui est de plus en plus connu, de plus en plus visible. Effectivement, la crise Covid a constitué un contexte propice aux RPS dans les collectivités locales. Elle les a accentués, voire elle les a révélés dans certains cas. C'est que chaque modification des conditions et des modalités de travail dans un contexte donné est susceptible d'ouvrir des tensions excessives entre les acteurs, qui est donc à l'origine d'une situation de RPS, selon le guide que j'ai cité tout à l'heure. Pourtant, 18% des personnes interviewées pour la 11e édition du baromètre du bien-être au travail dans les collectivités locales déclarent que des actions de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques ont été mises en place. 18% seulement. Il est donc important de mieux savoir comment déceler et traiter ces RPS pour mieux agir et répondre aux enjeux qui leur sont liés. Respect des obligations légales, protection physique et mentale individuelle et collective des agents, et fonctionnement efficace des services, bien évidemment, donc qualité du service public. Cette conférence en ligne, c'est aussi l'occasion pour vous de nous poser vos questions, de répondre à vos questions, et vous pourrez les poser via la fenêtre questions que vous voyez dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos deux intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence en ligne donnera lieu à un enregistrement, lequel sera mis en ligne et dont le lien vous sera également envoyé par mail dans les jours à venir. Alors, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de risques psychosociaux? À quoi renvoie précisément cette notion aujourd'hui et que nous dit son évolution? On va en parler. Quel est le cadre réglementaire? En quoi l'approche des RPS par la santé et par l'organisation du travail est-elle pertinente et efficace pour prévenir et agir ces risques? Quelle méthode de diagnostic et quelles solutions cette approche ouvre-t-elle? Enfin, quelles solutions innovantes les collectivités locales expérimentent chaque jour sur le terrain? Pour en parler, deux intervenants. Florence Caruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association nationale de médecine préventive et des personnels territoriaux et vous êtes vous-même médecin de prévention à la mairie de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Laurent Lorigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail, vous êtes également consultant en santé au travail depuis plus de 10 ans et vous intervenez dans les champs de la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la qualité de vie au travail. Je m'appelle quant à moi Séverine Bellina, je suis membre du réseau Service Public et j'animerai cette conférence en ligne. Alors, sans plus tarder, je vous propose justement d'échanger sur la notion de risques psychosociaux et d'en comprendre la teneur aujourd'hui. Alors, excusez-moi, voilà, j'ai une petite articulation à faire avec le PowerPoint que je ne vois pas sur mon écran. Alors, les risques psychosociaux, Madame Caru, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que ce sont des risques professionnels comme les autres? Et Madame Florence Caruel, en 3 minutes, est-ce que vous pouvez me dire quel est le rapport, notamment entre les risques psychosociaux et la notion de qualité de vie au travail? Alors, ce ne sont pas véritablement des risques comme les autres, parce que, comme nous allons le voir quand nous allons rappeler la définition, ils interrogent les organisations. Ce sont des risques complexes
et parfois peut-être aussi un sujet un peu tabou quand il n'est pas culpabilisant. La définition qu'on peut donner aujourd'hui des risques psychosociaux et qui fait à peu près consensus, c'est la définition du collège d'experts qu'on peut retrouver dans le rapport de Golac, qui est qu'ils constituent des risques pour la santé mentale, physique et sociale, qu'ils sont engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels, et qui sont donc susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental des salariés. Voilà aujourd'hui la définition qu'on peut donner. Alors, on voit qu'il s'agit donc de traiter de conditions d'emploi pathogènes, de situations de travail dégradées qui vont ou non d'ailleurs générer des troubles. D'accord. Monsieur Laurent Lorimier, merci. Madame Caruel, Monsieur Laurent Lorimier, vous, toujours dans cette définition des risques psychosociaux, vous insistez également sur l'approche par la santé et le travail. En quoi est-ce nouveau? Qu'est-ce qui est pertinent dans cette approche? Disons que les risques psychosociaux, au tout début, on l'associe beaucoup au stress, qui est une des premières conséquences. Et justement, ce qu'il faut bien voir, et d'ailleurs ce que rappelle bien la définition, c'est que c'est bien engendré par des causes, justement, les facteurs organisationnels et relationnels. Donc, c'est pour ça qu'il faut imaginer les risques psychosociaux, c'est une situation de travail dégradée qui a différents impacts, donc notamment le stress et d'autres. Et l'idée, c'est comment prévenir le stress, mais par le levier de travail. Donc, l'enjeu, c'est voilà, les risques psychosociaux, c'est les situations de travail dégradées. Et justement, aujourd'hui, c'est bien, on parlera notamment un peu plus tard un petit peu des différents niveaux d'action, mais selon où on se situe sur les causes, les conséquences, les niveaux d'action ou voire même les acteurs ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, c'est un point important. Et d'où l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'orienter sur la partie justement du travail, de ces situations de travail, comme vous l'avez évoqué, avec des contextes différents, contexte Covid, contexte télétravail, qui vont en fait modifier la façon dont on va travailler et donc potentiellement avoir des impacts négatifs ou même positifs dans certains cas. Alors, dans cette approche donc par le travail et la santé des risques psychosociaux, Madame Caruel, est-ce que vous pouvez plus concrètement, plus précisément, nous présenter l'évolution des éléments qui sont pris en compte? Alors, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte. Je crois que Monsieur Lorimier reviendra sur les 6 dimensions de risque tout à l'heure. Presque pour continuer dans la façon dont les choses sont perçues aujourd'hui, on est en train de glisser de la notion de risque psychosocial à la notion de qualité de vie au travail. Cette notion de qualité de vie au travail est souvent plus acceptable par les employeurs. Elle est plus large que celle à strictement parler des risques psychosociaux. Elle inclut aussi bien l'ambiance de travail, l'égalité homme-femme, l'égalité de traitement, la possibilité de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc aujourd'hui, on a tendance à plutôt avoir cette approche globale de qualité de vie au travail, avec un bémol, parce que néanmoins, certains employeurs ont pu s'emparer de cette notion de QVT d'une certaine façon, qui constitue un alibi pour ne pas aller interroger le travail à proprement parler. Et ça constitue un des dangers, je trouve, de la notion de qualité de vie au travail. Merci. Alors, je me retourne vers vous maintenant, Laurent Lorimier. Vous avez évoqué tout à l'heure 3 niveaux de considération et donc d'action dans cette approche des risques psychosociaux. Alors, je vous laisse nous les présenter. Oui, tout à fait. Donc justement, ces causes, justement pour agir dessus, on va avoir plusieurs leviers. Donc souvent en prévention, pour certains qui connaissent, on a 3 niveaux, donc un niveau primaire, secondaire et tertiaire. Et en fait, c'est un petit peu le curseur entre le timing, le temps et les individus. Donc pour donner un exemple, la prévention tertiaire va plutôt arriver après, donc des premiers impacts, où on va accompagner notamment les agents qui sont en difficulté, en détresse ou en souffrance, soit parce qu'un retour d'arrêt ou au contraire qui évoque des premiers, je dirais, des premiers symptômes, donc autour des signaux faibles. Ensuite, l'approche secondaire, ça va être plutôt de les armer, de les outiller. Donc souvent, ça passe par le volet formation, mais pas que, des process pour finalement dire comment on réagit face à la situation. Exemple, on a une personne du public à l'accueil,
on a une situation d'agression ou d'intimidation, comment on réagit entre moi agent, moi collègue, moi responsable, voilà, comment on s'organise. Et ensuite, il y a le avant, donc la prévention primaire, ou comment on va essayer de réduire à la source ces risques-là. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, comment on va organiser l'accueil, la file d'attente, pour finalement réduire la situation, l'apparition, le risque de cette situation dégradée, et donc que les agents l'affrontent, ou après, qu'on soit obligé, entre guillemets, d'arriver sur du tertiaire. Et ce qu'on observe aujourd'hui, et je pense que Madame Curale pourra le confirmer, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui sont plutôt autour du tertiaire, parce qu'on est plutôt sur de l'individu, sur a posteriori, donc voilà, c'est plus facilement visible, et je dirais et à court terme, alors que sur la partie secondaire et primaire, c'est là où on va plutôt être sur le collectif, l'organisation, et en amont, et ça demande voilà, beaucoup plus d'anticipation, et sachant une des difficultés, c'est que quand on va évoquer une action, on peut bouger aussi un autre point. Et un bon plan d'action, notamment, ça va plutôt justement essayer de rechercher à arriver à avoir des actions sur les 3 niveaux pour justement intervenir avant, pendant et après les différentes situations sur lesquelles les agents peuvent être exposés. Alors, on va se... Madame Caruel, vous voulez ajouter un mot? Je vous Bon, vois. je confirme. Alors, on va se retourner vers les auditrices et les auditeurs. On va leur poser une question sondage. Justement, eu égard les 3 niveaux que vous venez de nous présenter, et vous nous expliquerez pourquoi elle est importante. Pourquoi est-ce que poser la question, votre collectivité a-t-elle mis en œuvre des actions de prévention sur le volet primaire? Et pourquoi on a fait le choix de vous interroger sur le volet primaire était important. Vous nous l'expliquerez, Madame Caruel, parce que en attente des réponses du sondage, je vais introduire votre présentation puisque vous allez nous faire part, dans le cadre des fonctions que vous avez dans votre association, dans votre organisation, vous allez nous faire le point sur ce qui se passe concrètement au quotidien dans les collectivités locales sur la prévention et la gestion de ces risques psychosociaux. On verra également les méthodes pour les gérer et l'importance de leurs solutions. Alors, je ne vois pas à l'écran voilà, les résultats. Alors oui, quand même, 34% de collectivités locales ont mis en œuvre un plan d'action, des actions de prévention sur le volet primaire, non à 66%. Alors, Madame Caruel, est-ce que ça vous étonne eu égard aux remontées de terrain que vous avez? Non, non, ça confirme tout à fait ce qu'on peut observer, nous, en tant que professionnels de la santé au travail, et également ce que font, enfin, récemment, il y a une étude qui a été réalisée par une étudiante qui a montré également la même chose, à savoir qu'il y a au minimum 50% des collectivités territoriales répondant à son enquête là, qui n'avaient pas mis en place d'actions de prévention primaire ou secondaire. C'est vraiment un reflet de terrain. On a plus facile à percevoir un risque et à mener une action curative qu'à anticiper les choses, à les prendre avec du recul et de façon globale pour mettre en place des solutions collectives durables. Et ça, on le constate au quotidien. Très bien, alors je vous propose de continuer ce retour de terrain que vous nous proposez. Alors, le retour terrain, moi j'ai un petit peu interrogé les confrères sur la façon dont les collectivités territoriales prenaient en charge les risques psychosociaux. On a des obligations en termes d'évaluation des risques et de mise en place des plans de prévention, puisque d'une part, le Code du travail avec l'article 41-21-1 oblige les employeurs à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. Et puis, on a sur les risques psychosociaux l'accord cadre de 2013 qui est relatif à la prévention dans la fonction publique et qui a fixé des obligations des employeurs à une date limite de 2015 pour élaborer un plan d'évaluation et de prévention des risques. Et on se rend compte, quand on interroge les confrères qui sont sur le terrain, qu'on a beaucoup de collectivités qui n'ont pas réalisé même d'évaluation des risques psychosociaux et encore moins mis en place un plan de prévention.
La plupart du temps, c'est surtout des petites collectivités qui ont moins de 100 agents et pour lesquelles elles sont un petit peu dans l'embarras pour mettre en place des actions et elles ne savent pas très bien comment s'y prendre. Et ça fait partie des difficultés. Il y a des freins qui sont de cet ordre-là et puis il y a des freins aussi qui sont de l'ordre d'un manque de portage managérial et aussi au niveau des élus sur ce projet de prévention des risques psychosociaux. Une autre difficulté qu'on constate, c'est le suivi des actions qui peuvent être menées. On a des collectivités qui ont mis en place des évaluations, qui les ont intégrées dans le document unique d'évaluation des risques, qui ont commencé à élaborer des plans d'action et pour lesquels il n'y a pas de suivi des plans d'action parce qu'il y a un certain turnover au niveau des personnes qui avaient en charge ces dossiers-là. Et puis parce qu'il y a eu des changements dans les organisations qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour suivre le dossier. Donc, ça montre ça. Je trouve qu'il ne faut pas que la prévention des risques psychosociaux soit seulement entre les mains des préventeurs. Et ça, c'est aussi un risque qu'on voit, c'est que ce sont des projets qui sont portés par le chargé de prévention ou par le médecin du travail. Et quand ceux-ci sont amenés à changer de travail ou à partir en retraite, ces dossiers-là se retrouvent abandonnés. Et donc, c'est important que le portage soit vraiment un portage politique et au niveau de la direction et que chacun se sente concerné par la prévention des risques psychosociaux. Et ça va du directeur au manager et jusqu'aux agents eux-mêmes, qui sont responsables aussi de l'ambiance de travail dans laquelle ils vont évoluer, du respect des moyens de prévention qui peuvent leur être mis à disposition, du port des équipements de protection individuelle, etc. Donc, voilà un petit peu les retours terrain que j'ai pu avoir. Alors, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Lorimier, des influences, le télétravail, les risques, sur le risque psychosocial, la Covid sur le risque psychosocial. On a vu effectivement des changements d'organisation de travail liés soit à la pandémie, soit au télétravail, soit aux deux d'ailleurs, avec, suivant les moments de cette pandémie, une sous-charge de travail pour certains, une surcharge de travail pour d'autres, un climat anxiogène en particulier pour le personnel qui recevait le public, et en particulier au tout début de la pandémie. On s'est rendu compte aussi dans certains services que le personnel qui était en isolement par rapport à ceux qui étaient présents et qui faisaient face au risque, ça pouvait cristalliser des conflits. Et après les premières phases de la pandémie, on a eu aussi des questionnements sur les parcours professionnels et la nécessité pour certains de se dire mais je ne trouve pas de sens à mon travail, j'ai besoin de retrouver du sens dans mon travail et peut-être d'évoluer sur mes missions. Donc ça, c'est des interrogations qui sont apparues plutôt récemment. Et moi j'ai constaté aussi beaucoup de souffrance chez les chefs de service, les directeurs, par un manque de projection et de lisibilité. On avait du mal à se projeter dans le temps parce qu'on savait que suivant l'évolution de la pandémie, on avait des modifications d'organisation et on ne savait pas si dans 3 mois, on pourrait organiser tel événement, on pourrait organiser tel spectacle, on pourrait accueillir de la population au sein de groupes sportifs ou de maisons pour tous, etc. Donc, ça a créé aussi des inquiétudes. Et puis enfin, j'ai vu des encadrants un peu désemparés avec les notions de télétravail parce que insuffisamment accompagnés, insuffisamment formés pour se dire comment on encadre une équipe qui est partiellement en télétravail, partiellement en présentiel, comment on est obligé de ce fait de réorganiser le travail pour le répartir équitablement au niveau des équipes de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit. J'imagine que les auditrices et les auditeurs vont reconnaître un certain nombre de situations dans ce que vous avez décrit, Madame Caruel. Alors, je me retourne vers vous, Laurent Lorimier, avant que vous nous présentiez des méthodes de diagnostic et d'action sur les RPS.
peut-être, Madame Caruel vient de nous présenter une remontée de terrain sur ce que les médecins du travail ont constaté dans la gestion et les manifestations des risques psychosociaux aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelques éléments, enfin les éléments saillants principaux de comparaison entre la fonction publique territoriale, celle d'État et le secteur privé, qui serait lié notamment, je crois, que vous mentionniez lors de notre entretien préalable, tout ce qui concerne les réorganisations au niveau étatique, par exemple. Tout à fait. Donc, j'ai l'occasion en fait d'intervenir dans tout secteur, donc secteur privé et les différentes fonctions publiques. Et je dirais, il y a des situations communes. On parlait du management et des rapports sociaux où ça, c'est commun à l'ensemble des organisations. Et après, il y a des choses plus spécifiques qui notamment relèvent de la fonction publique, notamment autour soit des conflits de valeurs, soit notamment des réorganisations. Et d'ailleurs, dans certains, le privé l'a vécu il y a plus longtemps. Donc déjà, un petit peu de retour. Et la fonction publique, on voit, il y a beaucoup d'organisations, de services qui fusionnent, qui réorganisent. Et d'ailleurs, même, on voit de plus en plus le mot réorganisation qui est entendu comme réduction d'effectifs. Donc, et derrière, voilà, on verra, c'est une des familles des risques psychosociaux. Et un enjeu, c'est pas forcément le fait de changer, mais c'est comment on l'accompagne. Comment on est accompagné, comment on participe ou pas au changement. Et selon les différentes, je dirais, strates ou évolutions, certains ne sont pas, je dirais, à la marge de manœuvre des collectivités ou des grands services, mais vient justement d'en haut. Et c'est là où on voit, je dirais, les deltas entre ce qu'on entend des fois sur certains points, c'est-à-dire concrètement, nous, notre travail, il n'a pas changé. Par contre, l'organisation autour a beaucoup évolué, les process, ou le public, à l'inverse, nous n'avons pas assez évolué, alors que les attentes du public évoluent. Et là, en plus, on a eu 2 ans, bientôt 2 ans d'incertitude, qui a fait beaucoup bouger certains métiers. Et donc, justement, les agents se questionnent sur comment, je dirais, donner satisfaction aux administrés. Et donc, le sens du travail, on verra qu'il y a aussi un élément qui compose, je dirais, ces risques psychosociaux qui font partie du travail. Mais en fait, ça rejoint la même chose, c'est le travail se modifie ou l'organisation se modifie. Comment on inclut les agents? Donc justement, on va le voir sur un petit peu un exemple d'intervention plutôt sur l'aspect participatif, parce que finalement, économiser ce temps, parce que des fois, ça peut être un gain de temps, parce qu'on n'a pas assez de temps ou de moyens pour développer. Par contre, il faut savoir que ça a un coût. Donc c'est toujours l'enjeu, souvent j'en parlerai peut-être, c'est le coût de la non-action. C'est-à-dire, voilà, on sait combien ça coûte de prendre du temps, mais derrière, combien ça coûte de ne pas intervenir, de ne pas faire participer les agents, de ne pas les impliquer dans l'organisation ou les impliquer sur comment on va le conduire, parce que souvent la direction, elle est pas, on ne peut pas la modifier. Par contre, quel est le chemin, comment on bascule, est-ce qu'on bascule petit à petit, tous ensemble, etc. Et on évoquait cette visibilité-là, qui est de plus en plus inaccessible pour les agents, mais des différentes strates. On voit, ça remonte en catégorie A ou autre, ou les hauts cadres aussi, de moins en moins de visibilité de marge de manœuvre, qui, en fait, les met dans des situations où, en tout cas, ils ont moins de levier d'agir. Alors, vous avez commencé à l'évoquer. On va parler maintenant d'un exemple de modèle d'intervention. On vient de dresser un petit peu l'état des lieux, tant sur l'évolution de la notion, sur ce qu'elle incarne aujourd'hui, sur peut-être ce qui en fait la spécificité dans les organisations publiques locales. Et donc beaucoup autour des réorganisations, en dehors de la question de la crise sanitaire actuelle. Alors, quel est le modèle d'intervention que vous mettez en place et quelles sont les leçons que vous en tirez? Alors, depuis justement plus d'une dizaine d'années, en fait, j'interviens, en tout cas, nous intervenons pour accompagner en fait justement les organisations, notamment et dont des collectivités. Et l'enjeu, il y a plusieurs étapes de projets qui sont assez classiques, mais justement, il y a soit je vais faire quelques focus sur des outils, ça veut dire les avantages et les limites, et puis un petit peu, je dirais, le retour, soit moi en tant que, je dirais, intervenant extérieur, mais aussi le recul par rapport à ces différents points. Puisque depuis, je dirais, l'accord cadre de 2013 et les circulaires de 2014, normalement, à minimum, tout le monde, toutes les collectivités ont fait un diagnostic des risques psychosociaux et ensuite met en place un plan d'action.
Par contre, pour faire cela, on le voit bien, et j'ai pu en accompagner de plusieurs tailles, petites comme grosses collectivités. Il y a plusieurs étapes à respecter pour qu'en fait, le but du jeu soit atteint. Quand je dis le but du jeu, c'est-à-dire l'enjeu, c'est mettre en place des actions concrètes qui vont réduire les situations dégradées, donc c'est-à-dire l'exposition. Après, je dirais le chemin, là, les outils que je vais présenter, c'est en fait un outil pour un moyen pour arriver à ce résultat. Donc, c'est-à-dire pour remplir l'obligation de moyens et aussi de résultats. Et ça, c'est important parce que très souvent, en fait, on va faire un diagnostic, on a un joli rapport ou un joli plan d'action. Par contre, et vous l'avez évoqué, une des difficultés, c'est ensuite le déploiement concrètement dans, je dirais, au quotidien, dans les services, au niveau des agents. Et donc, il y a plusieurs étapes à respecter pour arriver justement au transfert juste dans, je dirais concrètement, dans les équipes, dans le quotidien des agents. Donc, un premier point, et c'est important, et nous, je dirais, c'est systématique, nos démarches sont paritaires. C'est important parce qu'en fait, si on se retrouve des fois où on intervient, il y a déjà eu un rapport, ensuite il y a eu un deuxième contre-rapport parce qu'il y a un pro direction, pro administration, ensuite pro IRP, et finalement on ne travaille pas ensemble. Et ça, et sachant que souvent ça peut prendre un certain temps alors que les situations sont déjà connues. Donc pour ça, c'est important de se mettre d'accord sur voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont nos moyens, parce que vous allez solliciter les agents, il faut pouvoir y répondre. Ça ne veut pas dire que vous allez créer les situations, par contre, vous allez les révéler et faire le zoom dessus, et il y aura une attente importante. Donc déjà, se mettre d'accord sur la démarche, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment on fait participer les agents sur certains sujets et sur d'autres non, quels sont nos moyens, parce que vous évoquez notamment les petites collectivités, Madame Caruel et Madame Bellina. Bien sûr, les petites collectivités ont rarement des moyens dédiés ou spécifiques, donc ça va être quelque chose en plus. Et donc la difficulté, au-delà même, je dirais, de la compétence, mais juste d'avoir les moyens de finalement intervenir. Et c'est là où, par exemple, des collectivités renvoient à mon CHSCT, il a des difficultés à évaluer les risques psychosociaux. Et c'est pour ça qu'on voit différents points. Donc, c'est pour ça se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, parce que très souvent, si vous êtes une grosse collectivité, n'essayez pas, en tout cas moi je vous préconise, de ne pas faire forcément un diagnostic sur toute la collectivité d'un coup, parce que ça peut être très long. Et en fait, là en sortie, c'est des fois trop générique et pas assez concret, parce que selon les services et les activités, déjà, oui, on a des différences, mais les réponses vont être très différentes. Et la difficulté ensuite, c'est d'accompagner et de déployer ce plan d'action. Donc c'est pour ça, là aussi, le but, c'est bien définir quels sont nos moyens, quel est l'objectif du diagnostic. Est-ce que c'est identifier les problèmes? Est-ce que c'est identifier les réponses? Et donc finalement, faire le point. C'est pour ça que sur le diagnostic partagé, pour nous, en tout cas nous on intervient autour, on appelle ça, et c'est un outil de l'ANACT, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui évoque de parler du travail. Donc l'enjeu, c'est que les acteurs eux-mêmes, donc les plus proches, donc les agents avec leurs responsables, leurs encadrants, parler des problématiques de travail, on appelle ça les situations problèmes, et essayer de comprendre les conséquences que ça génère, donc en impact, soit sur la santé, sur le travail et aussi sur le collectif, mais aussi les causes. Et c'est là le but du jeu. On parlait de prévention secondaire et primaire. L'enjeu, c'est d'identifier les causes qui vont générer ces situations à risque, situations de tension, et qui peuvent après avoir des impacts. Parce que certains encadrants, par exemple, me disent moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, j'ai un agent en souffrance, c'est pas mon rôle. Oui, son rôle, c'est de l'accompagner, de l'aiguillonner, mais pas de poser le diagnostic, parce que certains, des fois, oui, il est dépressif, oui, il a des problèmes, etc., où on va rejeter la faute sur l'individu. L'enjeu, le rôle de l'employeur, ça va être questionner le travail. Et finalement, quelles sont les situations d'exposition? Et dans l'obligation de prévention, d'abord, c'est s'occuper des conditions de travail collectives, les mesures collectives avant les mesures individuelles. Et c'est pour ça que si on donne une priorité, des mesures tertiaires par rapport à l'obligation de prévention, d'abord les mesures primaires et secondaires, parce que ça va toucher un plus grand nombre, et on va normalement, en tout cas, essayer de réduire à la source. Donc sur le diagnostic partagé, et là, c'est là où on arrive, il y a plusieurs outils. Les plus connus, il y a l'entretien individuel, l'entretien collectif, les questionnaires, et nous avons aussi les indicateurs. Alors, il faut savoir qu'ils ne se valent pas tous. Par exemple, ce que pour une petite structure, une petite collectivité,
faire un questionnaire, c'est pas forcément adapté. Parce qu'en fait, on a besoin d'un volume statistique et le questionnaire va être un révélateur parce qu'il va mettre des curseurs, il va identifier. Si vous êtes une grosse collectivité de plus de 1500 agents, oui, savoir où sont mes points chauds, mes priorités d'action, c'est intéressant. Une petite collectivité, je pense que vous les avez déjà en tête, où sont les problématiques, sachant que pour les risques psychosociaux, un indicateur assez simple, au-delà, on verra de l'absentéisme, c'est savoir est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans le service au niveau des collègues et du N+1. Si un des deux critères est difficile, quand vous avez une difficulté de l'activité, le soutien ne s'opère pas, c'est là où on voit souvent des impacts, en tout cas en termes de santé, qui sont les plus prégnants. Et donc, c'est pour ça que sur des petites collectivités, identifier où sont les sujets, en tout cas les problématiques, et des fois, souvent on nous le dit, il y a des agents en mal-être, là on sait que c'est un point chaud, ils sont connus. Par contre, le pourquoi, quelles sont les problématiques, quelles sont les causes, les mécanismes organisationnels, ça c'est l'enjeu justement du diagnostic, d'identifier ça avec les agents, de parler du travail. Et c'est pour ça que c'est plutôt autour d'entretiens collectifs ou individuels, selon la situation. Si c'est une situation très dégradée, le collectif n'est pas bienvenu et plutôt un prérequis. Par contre, on perd en termes de dynamique, parce que l'enjeu, quand on fait des entretiens individuels, par exemple, nous, on en intervient, tout passe par un tiers. Et c'est là où, en fait, on va freiner, où vous allez être trop dépendant, sachant que souvent, à faire intervenir un tiers, c'est extra budget. Nous, on intervient dans un certain temps. Donc, en termes de temps de réaction et de moyens, c'est plus difficile. Mais il faut savoir que les bonnes équipes, je dirais, posent les problèmes, trouvent des réponses et parlent du travail. Et ce qu'on a vu et ce qu'observe l'ANACT au fur et à mesure, c'est que justement les temps de réunion souvent sont économisés. On parlait là du télétravail et du Covid. Bah, bien sûr, ça a été compliqué aussi de se réunir par les conditions sanitaires. Par visio, on voit bien les limites de certains exercices. Donc finalement, parler du travail, c'est plus difficile. Et des fois, juste prendre le temps. Et ça paraît assez simple, mais des fois, prendre 2 heures ou 3 heures sur notre sujet, souvent, on en parlait déjà très souvent, mais on n'avait pas creusé le fond pour dire est-ce qu'on met ça en place. Et l'enjeu de ces ateliers, c'est identifier les problématiques, pas toute la liste, mais les principaux, justement, qui sont à la source de beaucoup de situations. Et finalement, est-ce qu'on peut concrètement, rapidement mettre en place des choses. Donc, et c'est pour ça, autour du diagnostic partagé, il y a plusieurs éléments. Ensuite, c'est là où on passe aux pistes d'action. L'enjeu, et ça c'est un point important, nous en tout cas de notre modèle d'intervention, c'est que l'idée c'est que les actions, en tout cas les propositions des agents, se portent sur leur niveau, je dirais, de latitude, leur niveau d'action. Parce que c'est très facile de dire le service il devrait faire, le responsable ou la direction ou les élus, parce qu'il y a aussi dans les collectivités territoriales, souvent il y a la question du rôle, du positionnement des élus par rapport aux encadrants, aux chefs de service, qui revient assez souvent. En fait, s'ils sont absents, c'est compliqué. Mais ça veut dire que c'est pour ça que se mettre d'accord, c'est quel groupe on va composer, quel sujet, et finalement qui on va mettre autour de la table pour, questionner et ensuite avoir des moyens d'action. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un processus d'élaboration. Et souvent, l'enjeu, c'est que l'agent, la décision, je dirais, la responsabilité, ne pas porter sur le collectif, c'est-à-dire ce n'est pas les agents qui décident qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il faut les inclure et de voir les limites, c'est-à-dire dans quel cadre, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et ce qui relève. Et très souvent, dans pas mal de situations, on voit que l'encadrement, notamment de proximité, est aligné par rapport je dirais, aux solutions envisagées, aux pistes. Après, se pose la question des moyens, parce que ce n'est pas le seul sujet, les risques psychosociaux, qui sont, je dirais, dans les cartons ou en projet, d'où ça passe justement en termes de validation pour voir qu'est-ce qui est mobilisable. Par contre, l'idée, c'est de le projeter dans le temps. Là encore, sur les plans d'action, souvent ce que j'observe, par exemple dans le document unique, c'est des collectivités qui s'épuisent à évaluer l'ensemble des risques de tous les services, de toutes les unités. Ils font le tour au bout d'un an, et en fait, au sens de la loi où il y a eu des modifications, ils devraient recommencer, et ils n'ont pas le temps de passer du temps sur agir. Et c'est pour ça que faire un diagnostic, faire un plan d'action, c'est la moitié du travail. Et le gros et le plus gros du défi, notamment quand nous on accompagne les structures, la grosse difficulté, c'est le passage. Et tout l'enjeu de se questionner sur finalement quels sont les bons outils. Est-ce que c'est justement l'entretien individuel, collectif, participatif,
ou est-ce que c'est avec les encadrants, ou sans les encadrants, ou en 2 temps, etc. L'idée, c'est de se dire, quand ensuite on arrive sur le plan d'action, qu'il n'y ait pas de frein, il n'y ait pas de résistance, surtout si on veut modifier l'organisation, le positionnement des acteurs, qui ne va pas forcément de soi pour tous, parce que certains vont gagner, d'autres vont perdre, parce que l'idée, c'est que c'est un vase communicant. Donc si j'enlève quelque chose, je rajoute quelque chose et vice-versa. Si je rajoute une tâche, il faut que j'en enlève une. Parce que sinon, on voit les fiches de poste qui se rallongent. Et puis finalement, il faut bien commencer par une tâche. Donc l'idée, c'est bien de voir comment on mobilise, et notamment sur l'aspect collectif. Parce que je rappelle, les risques psychosociaux, c'est des problématiques organisationnelles et relationnelles. Ça veut dire que l'enjeu du collectif est très important et pas des points uniques. On évoquait tout à l'heure une des différences avec les autres risques, c'est qu'un tiers ne peut pas les évaluer. Nous, quand on intervient, ce n'est pas nous qui les évaluons. On demande aux agents, on les aide avec différents outils pour évaluer leurs risques psychosociaux. Et c'est pour ça que c'est une des difficultés et où vous évoquez, Madame Kerouel, que si c'est porté uniquement par le service de prévention, qui fait le tour des équipes pour savoir c'est quoi le soutien de la hiérarchie, le niveau de l'ambiance, etc., ça va être sa perception. Et ça pose des difficultés parce qu'ils n'ont pas tous le même avis dans leur équipe et les enjeux. Par contre, les problématiques, les noyaux durs, les problèmes récurrents, souvent, ça, ils sont facilement partagés, ils sont connus, même si, des fois, il y a des conséquences, des impacts qui peuvent être de nature différente. Donc ça, c'est un des points des chantiers. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des actions. Et ensuite, si on arrive jusqu'au bout, mais certains s'y connaissent la démarche qualité, c'est dans le même processus, arrive jusqu'au bout, où l'enjeu, c'est en fait évaluer est-ce que les actions ont eu un bénéfice sur les agents, sur les conditions de travail des agents, et donc est-ce qu'on a rempli notre obligation de résultat? Parce que personne n'a de boule de cristal, on imagine mettre en place, est-ce qu'on a pu le faire? Est-ce que ça a eu un effet positif? Est-ce que finalement on continue, on revient en arrière, ou ce risque-là aujourd'hui il est plus prioritaire et on passe qu'au deuxième risque, qui peut être un risque psychosocial ou même un autre risque selon un petit peu les activités des agents. Donc ça, c'est un des points particuliers. Pour peut-être oui, alors Monsieur Lorigny, on arrive le temps passe très vite. Il vous reste même pas une minute pour terminer. Je passe juste après là pour juste montrer et puis pour illustrer un petit peu je crois mon propos. Je voyais Madame Caruel aussi acquiescer et je pense qu'elle complétera également. Alors vraiment une minute parce que le temps passe très vite et les questions arrivent. Alors vous voulez que je passe? Voilà, je passe. Juste à la diapo, voilà. Et justement, un des éléments pour ce qui permet, je pense, de résumer et illustrer un petit peu mon propos, c'est que voilà, les situations problèmes, c'est l'idée de parler du travail. Les conséquences, c'est justement ce qui est visible sur les agents, les difficultés, les plaintes, etc. Et ce qu'il faut rechercher, justement, c'est la partie l'arbre d'écho, ça veut dire le avant. Et c'est là où on va toucher le secondaire et primaire, c'est en questionnant les causes de justement pourquoi on en arrive là aujourd'hui à ces situations. Et c'est là où on va questionner les différentes familles des risques psychosociaux, la charge de travail, les rôles, les difficultés, les exigences émotionnelles avec le public, les relations, les rapports sociaux, les temps d'échange, de communication, etc. Merci, c'est tellement riche et complet qu'effectivement, une heure ne suffirait pas. C'est l'évolution justement de l'appréhension de la notion de risque psychosocial montre très bien, et vous me le disiez tous les deux lors de nos échanges préalables, hein, la complexité de cette question et le fait que c'est vraiment quelque chose de prégnant. Alors, je suis persuadée que vous aurez l'occasion de revenir sur des éléments que vous vouliez mettre en évidence et notamment les différentes dimensions. Les questions fusent. Une première chose, mais très rapidement. Alors, deux questions qui font suite à votre intervention, c'est quels sont les modes de communication utilisés pour informer les agents des actions qui sont identifiées? Et on nous dit que se doter d'un outil informatique simplifie la réalisation et le suivi des plans d'action. Qu'existe-t-il pour les communes? Si vous pouviez me répondre très rapidement à ces deux questions, et je vais passer la parole à Madame Caruel. Alors, pour moi, si on se pose la question en fait de comment communiquer aux agents les actions, ça veut dire comment ils ont été associés en fait. Normalement, ils les ont en partie, je dirais, construites, et en fait, ils attendent le feu vert ou pas, ou le timing, ou la façon dont ça va être déployé. Donc c'est pour ça la communication, normalement, c'est un enchaînement.
C'est pour ça que l'idée, c'est pas les agents et d'un coup on redonne la balle et puis on attend, parce qu'il faut qu'ils soient acteurs. On évoquait les risques psychosociaux, c'est le travail. En fait, ça appartient à tous et tout le monde est responsable et moteur de ça. Il suffit pas, si l'encadrement est seul et que les agents ne souhaitent pas impliquer, modifier je dirais des façons de faire, ça ne marchera pas non plus. Donc la façon de communiquer, c'est si on suit bien le process, on revient. Après, sur le suivi des plans d'action, bien sûr, il y a des outils, mais très souvent, je dirais, des outils de projet ou des suivis bêtes tableau Excel. Mais là encore, ne pas se tromper de cible. L'idée, c'est pas suivre un plan, c'est suivre le travail concrètement. Et est-ce qu'on a modifié quelque chose? Le suivi, c'est plutôt pour rendre des comptes au niveau du CHSCT, pour planifier je dirais, les actions. Mais l'idée, c'est bien de rebasculer sur le terrain, en fait. Et c'est pour ça de désenclaver. Dit autrement, il vaut mieux faire plusieurs petits plans d'action sur des services, avec peut-être un grand chantier, qu'un grand plan d'action avec voilà, qui va toucher plusieurs services ou de manière transversale tout le monde, où là, on ne sait plus trop qui fait quoi, c'est quoi les résultats derrière. Et après, les agents disent, on a l'impression qu'on n'a rien fait concrètement. Donc là aussi, il faut que ça soit visible et concret. C'est pas parce que les risques psychosociaux, justement, c'est sur de la perception des éléments ou du travail que les actions doivent être abstraites. Donc ça, c'est important, ça doit être très concret, visible, et on peut voir les résultats, je dirais, facilement si c'est en place ou pas. Merci. Alors, je me retourne vers vous, Florence Caruel, si vous avez des éléments à ajouter rapidement. Et puis, ça va nous permettre de basculer vers les expériences, les solutions innovantes qui ont été développées par les collectivités pour agir sur les risques psychosociaux. Hein. Vous étiez membre du jury de la 8e édition du prix de la santé et du mieux-être au travail de la fonction publique territoriale initiée par la MNT avec le soutien de SMACL. Vous allez nous en présenter quelques-unes qui, je pense, illustrent ce que vous venez de nous expliquer, Monsieur Lorigny, en termes de passage à l'action qui est fondamental. Et alors, Florence Caruel, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit et nous présenter ces quelques exemples. Moi, je partage complètement ce que nous a partagé Monsieur Lorimier. Hein. C'est vraiment, je pense qu'il vaut mieux des petits plans d'action concrets, proches des agents, pour qu'ils voient effectivement les effets sur leur quotidien de travail, plutôt que des grands plans transversaux où on ne sait pas qui est en charge de quel projet. Et finalement, au bout de la chaîne, les agents ne voient rien venir sur leurs conditions de travail. Ça me paraît vraiment important. Et d'ailleurs, les actions que j'ai choisi de vous présenter vont dans ce sens-là. Ce sont des petites collectivités, 3 petites collectivités, qui ont mis en place des choses très ciblées au niveau de services donnés et en même temps avec des actions multiples qui vont impacter le travail des agents. Le premier d'entre eux, c'est le CCAS de Ghana. Ils appellent ça leur Dream Team, c'est le service des aides à domicile, des conditions de travail qui sont souvent difficiles, des agents qui sont isolés sur la route, qui vont d'un bénéficiaire à un autre, qui ne se voient pas. Et donc, ils ont réorganisé les missions, les méthodes de travail, ils les ont formées. Ils ont mis en place un tutorat quand il y a des nouveaux qui arrivent pour pouvoir les accompagner, des réunions avec une psychologue, des équipements de protection individuelle, un management bienveillant, un travail participatif. Ils ont travaillé avec les auxiliaires de vie et puis la prise en compte donc, du risque routier. Donc, on voit là qu'il y a bien une prise en compte de toutes les problématiques de risque liées à ce travail. Et la prise en compte de ces problématiques de risque va améliorer et diminuer les risques psychosociaux. Je pense que c'est vraiment, pour moi, une belle illustration d'une prise en compte. Un autre exemple, c'est la ville de Houplines qui a travaillé avec ses ASEM, qui travaillent donc dans les écoles maternelles. Et je trouvais que c'était une belle illustration de ce qu'on peut faire en commun au sein des fonctions publiques, parce que on scinde l'hospitalier, l'État, le territorial. Là, c'est une mise en commun de l'État et du territorial avec une formation commune par le CNFPT et l'Éducation nationale. Une formation commune qui a été proposée à des ASEM et à des instituteurs ou des institutrices pour développer une culture de travail en commun, élaborer une charte des ASEM, verbaliser les problématiques métiers, analyser les pratiques. Et je trouve que c'est remarquable parce que les ASEM, elles sont partagées par
des obligations d'employeurs doubles, le territorial qui leur demande un certain nombre de choses, et puis leur quotidien de travail avec les enseignants. Et parfois, il y a des ambiguïtés, voire des ordres contradictoires. Et là, de pouvoir travailler sur des lignes communes, je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Et le troisième exemple que je voulais partager avec vous, c'est la ville de Montataire. La ville de Montataire s'est illustrée déjà plusieurs fois au sein du jury santé-travail, avait déjà eu un prix. Et là, il s'agissait d'un projet sur l'amélioration des conditions de travail des agents d'entretien dans les écoles. Ce sont des publics qui sont extrêmement touchés par les troubles musculo-squelettiques. On n'a pas tout à fait, enfin, j'ai pas eu le temps d'aborder ça avec vous, mais il y a un lien évident entre les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Et donc là, Montataire a travaillé sur les conditions de travail, les conditions d'accueil des enfants, la formation des encadrants de cantine, tout ça à la fois pour améliorer le service rendu aux usagers et également les conditions de travail des agents. Et ça, c'est important aussi pour le sens qu'ils donnent à leur travail. Moi, je reçois des agents qui sont très soucieux de la qualité du travail qu'ils fournissent auprès des enfants. Et donc là, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Donc en fait, ce sont des actions, on pourrait, en les voyant de loin, se dire ça n'a rien à voir avec du risque psychosocial, et pourtant, ce sont des actions concrètes qui améliorent la qualité de vie au travail des agents. Et qui nous permettent bien de voir quels sont les leviers d'action. Hein. On va revenir sur ces leviers si nous avons le temps. Alors, un petit clin d'œil à l'auditrice ou à l'auditeur qui trouvait votre exemple de Ghana intéressant, vivant juste à côté de ce village. On nous demande si l'un d'entre vous deux aurait des chiffres officiels qui permettent de connaître l'évolution des collectivités ou des entreprises qui font appel à un médiateur depuis la crise de la Covid-19. Est-ce que l'un d'entre vous deux aurait en tête? Non, alors non. On se renseignera sur cette question. J'imagine que cela a augmenté. Une autre mention aussi, j'en profite avant de faire référence à d'autres questionnements, pour communiquer à nos auditrices et à nos auditeurs, puisque ça revient dans les échanges et les commentaires, le numéro de téléphone pour l'aide écoute psychologique de la MNT. Alors, la démarche, c'est de joindre son agence pour pouvoir en bénéficier au 09 72 72 02 02 au prix d'un appel local. Alors, des questions arrivent et il nous reste quelques minutes. Je vous ai pressé tout à l'heure pour qu'on ait ce temps. Alors, on a déjà échangé, hein, on a déjà répondu à certaines questions, mais maintenant, nous allons pouvoir aller un petit peu plus en détail sur certains aspects que vous vouliez évoquer, notamment ces dimensions des risques psychosociaux, hein, que vous avez tous les deux passé très rapidement dans vos présentations. Alors, je vais peut-être vous repasser la parole, mais une question vient d'arriver, je vais vous la poser immédiatement. Est-ce que le médecin du travail prend connaissance de l'organisation et des contraintes du service dont il reçoit les agents? Le service doit-il contacter le médecin? Il nous dit qu'il y a parfois des décisions surprenantes. Oui, ça me semble important de ne pas uniquement se contenter de recevoir une personne qui vient avec ses plaintes. Il faut aller remonter au niveau du service pour voir véritablement ce qui se passe. Déjà vérifier s'il y a des collègues de travail qui présentent les mêmes difficultés, qui ont le même discours, et puis après essayer de remonter jusqu'au niveau du chef de service pour comprendre. On ne peut pas se contenter d'une seule vision, parce que là on va être dans un traitement individuel, on va apporter le soutien nécessaire à la personne qui vient parler de sa souffrance, et nous on est là pour l'entendre, mais après si cette souffrance est rattachée au travail, il va bien falloir aller interroger le travail. Oui, c'est ce que Monsieur Lorigné présentait tout à l'heure également. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Lorigné, mais Madame Caruel, vous pouvez également intervenir comme Monsieur Lorigné, vous pouvez aussi rebondir sur cette question. Alors, un auditeur ou une auditrice nous dit qu'ils ont mis en place les RPS dans notre collectivité, mais l'autorité territoriale leur reproche de ne pas avoir inclus les élus dans leur groupe de travail. La question, double question, est-ce qu'ils auraient dû le faire?
puisque le groupe de travail réunissait uniquement les agents et la direction. Alors, peut-être Monsieur Lorigny en premier, Madame Caruel ensuite. Pour avoir, puisque j'ai eu l'exemple d'une collectivité où s'est posé la question, où justement on était en copile paritaire et on se posait la question, est-ce qu'on inclut ou pas les autres élus, puisqu'il y avait un élu dans le copile, l'élu du personnel, et en fait, je dirais, il n'y a pas de réponse unique. Par contre, si c'est, et je dirais naturellement, et c'est pour ça qu'il y a une difficulté entre, ils vont pas forcément être comptés comme, je dirais, dans le document unique, comme une unité de travail. Par contre, ils ont un impact sur l'organisation. On évoquait sur le positionnement. Et des fois, justement, on voit des positionnements d'élus qui sont pas clairs ou des ordres contradictoires avec le chef de service ou DGS qui peut mettre en difficulté les agents. C'est-à-dire, est-ce que je suis l'indication de mon responsable de service ou je suis l'indication de mon élu s'ils sont contradictoires. Donc, et la question de les intégrer se pose, et à mon avis, la bonne attitude, c'est comment on les intègre, est-ce qu'ils souhaitent intégrer, et si c'est une question, ou en tout cas, on sait que ça amène des problématiques ou des enjeux, à mon avis, il vaut mieux les associer parce que c'est un acteur important qui va justement conditionner le positionnement des uns et des autres, ou même concrètement, parce qu'il y en a qui vont intervenir plus facilement. Je sais que dans la collectivité que j'ai en tête comme exemple, où justement, sur un service, il y avait la problématique d'un élu qui arrivait et sans consulter le responsable du service, en fait, jouait le responsable de service, bis, mais faisait d'autres arbitrages des fois, pas forcément dans le même sens. Donc, il n'y avait pas de collaboration. Et, je dirais indirectement, les agents ensuite devaient faire le point par rapport à ça. Donc, à mon avis, ils peuvent être intégrés. Donc, on n'est pas obligé de les exclure. Ça pose la question de quoi, comment. Par contre, c'est sûr que dans le cas du document unique, ils ont toujours un petit peu un statut à part, mais ils ont une place importante et dans les collectivités, à mon avis, il faut les associer. Donc, c'est pour ça, tout au début du démarrage, pour voir comment on peut les associer ou pas, et ici, ils sont volontaires ou pas pour être associés à la démarche du service et de la collectivité. Alors, on a encore des questions. Le temps passe très vite sur ce sujet. Donc, je vais vous demander d'essayer d'y répondre tous les deux de manière très concrète et très rapide. Je sais que c'est difficile. Hein. Alors, le plan d'action, peut-il se faire par service ou par métier? Vous me direz chacun quelle est votre réponse. Et j'ai plus qu'une question, un cas d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous dit qu'il n'y a aucun diagnostic ni plan d'action dans sa collectivité pour l'instant, mais une situation tendue, très tendue, sur une partie du territoire qui comprend plusieurs structures. La situation est connue, elle découle d'un relationnel difficile avec la hiérarchie. Cette personne a alerté plusieurs fois le directeur de service, la DGS, mais n'arrive pas à se faire entendre. Qu'est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là précisément? Je vous passe la parole, Madame Caruel, et ensuite Monsieur Lorigné, il nous faudra conclure. Bon, c'est toujours un petit peu complexe, comme ça, d'apporter des réponses précises, mais parfois, une façon d'intervenir, ça peut être de travailler avec le CHSCT lorsqu'il existe, pour apporter un élément supplémentaire pour décider à l'action. Parce que là, ce que j'entends, c'est que il y a du mécontentement au niveau de la base et que ça n'est pas entendu plus haut. Et donc, ça peut être intéressant de passer par le CHSCT ou par le médecin du travail pour présenter les problématiques et réussir à convaincre la direction et les élus de mener une action pour pas laisser les gens en souffrance. C'est l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur qui doit être rappelée là. Merci. Le plan d'action par service ou par métier, vraiment en 30 secondes, et je passe la parole à Monsieur Lorimier. Souvent, on est plus près des agents quand on est par service que par métier. J'aurais tendance à dire par service. Merci Madame Caruel, très efficace. Monsieur Lorigné, alors sur le cas qui nous a été présenté, quel est votre conseil et est-ce qu'on fait un plan d'action par service ou par métier?
Alors, je vais répondre par la deuxième question d'abord. Donc, moi aussi, c'est par service parce qu'opérationnellement, on a des responsables qui peuvent être identifiés parce que le métier, c'est transversal. Là encore, on dilue la responsabilité et la visibilité. Donc, l'idée, c'est le plus concret que possible. Si l'organigramme est bien fait, il suffit de le respecter. Et d'ailleurs, dans le document unique, voilà, les unités de travail, c'est votre organigramme. Sur l'autre cas, la question souvent, c'est voilà, des situations dégradées, donc identifiées, connues, mais il n'y a pas d'action, c'est-à-dire il n'y a pas de... et d'ailleurs, c'est une des spécificités de la fonction publique où certaines situations durent plus dans le temps. C'est pas les situations sont différentes, mais mettent plus de temps, je dirais, à se désamorcer. Là encore, l'idée, c'est justement déjà, est-ce que c'est une problématique individuelle ou collective? Parce qu'en fait, là aussi, le niveau de priorité d'intervention n'est pas le même. Et est-ce que c'est juste un accompagnement individuel ou une problématique juste managériale, ou au contraire, c'est une problématique de, je dirais, de service. Et là, on a un agent qui aujourd'hui le manifeste, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, alors qu'en fait, il y a une question de travail qui se pose. Si elle n'est pas bien identifiée, c'est là où justement faire le point et par le CHSCT qui a pour mission d'évaluer ou regarder en fait les risques qui peuvent être associés pour faire remonter. Par contre, c'est toujours la difficulté parce que certains évoquent pour moi c'est un problème, pour moi c'est pas un problème, et c'est pour ça que les problématiques relationnelles, notamment managériales, il y en a pléthore, et la difficulté, parce que souvent ça passe par la ligne hiérarchique, comment on est légitime ou pas. Mais un des biais, c'est, enfin en tout cas à mon avis un des leviers, c'est passer par le CHSCT, de rappeler l'obligation, et s'il y a questionnement, et ben en fait évaluer pour identifier s'il y a oui ou non une situation d'exposition, en tout cas des enjeux autour des conditions de travail, au-delà de juste voilà, une problématique personnelle. Donc, mais souvent aujourd'hui, on voit plutôt voilà, tous les problèmes sont des problématiques de personnes, donc, et rarement voilà, on va questionner l'organisation, le contexte. Donc, mais voilà, les deux peuvent exister. Très bien. Alors, pour conclure, Madame Caruel, voilà, je vais vous repasser la parole parce que il est important et ça nous est demandé de préciser ce qu'est le CHSCT, ce que ça veut dire, où ils sont, comment les contacter. C'est une instance dans laquelle les élus siègent, les élus de la collectivité, les élus des organisations syndicales, le médecin du travail, la direction générale, le DRH, et au sein duquel on va travailler sur les conditions de travail, les risques. C'est une instance où sont présentés les rapports d'activité du chargé de prévention, du médecin du travail, de l'assistante sociale du personnel lorsqu'il y en a une. Et c'est vraiment des instances où on va discuter du travail. Donc ça peut être quelque chose qui a du poids pour faire bouger les lignes. Donc, voilà. On va avoir une fusion entre le CHS et le CT. Alors, pouvez-vous décliner l'acronyme, s'il vous plaît? Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Et puis le CT, c'était une autre instance qui décidait davantage de l'organisation et qui va fusionner avec le CHS. De fait, au sein du CHSCT, on va traiter de problématiques plus globales qu'auparavant. Voilà. Mais pour revenir à la situation que vous avez évoquée tout à l'heure, sur le problème managérial, je pense que certes, c'est très important d'être dans le concret du travail et de travailler par service, mais une des solutions plus générales qui peuvent être proposées aux collectivités, c'est de former leurs cadres sur le management. Aussi, c'est des éléments qui peuvent les faire bouger un peu sans nécessairement stigmatiser une personne, mais faire avancer le collectif des cadres et des chefs de service. Ça a plusieurs avantages. Ça crée du lien entre les chefs de service. Ça permet de partager les difficultés. On se sent moins seul parce qu'on se rend compte que le copain, il partage les mêmes difficultés que soi. On partage les solutions qu'on a mis en place les uns et les autres et on est plus riche des expériences des autres. Et on peut trouver ensemble des solutions pour avancer. Je trouve que ça, c'est une bonne action transversale qui est tout de suite visible et impactante. Très bien, il nous reste à peine une minute. Une dernière question parce qu'elle me semble fondamentale, vraiment en 30 secondes et je clôturerai ce séminaire, cette webconférence, pardon. Si un employeur ne répond pas à son obligation de faire les CHSCT,
En 2 secondes, Madame Caruel. Alors, en fonction publique territoriale, on n'a pas d'inspecteur du travail. Par contre, on a des ACFI, qui sont des agents chargés de faire, qui font fonction d'inspecteurs du travail et qu'on peut solliciter. D'accord, merci, parfait. J'espère que ça donnera une piste à la personne qui a posé la question. Écoutez, c'est un sujet riche, très important, surtout dans une période aussi mouvante que celle que nous traversons. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence. Nous allons y mettre un terme, nous sommes obligés. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre juridique. Je remercie Florence Caruel et Laurent Lorigné pour leurs interventions, leurs riches interventions. Vos supports ont été demandés. Avec votre autorisation, on les transmettra. Et je remercie également SMAC l'assurance et la MNT. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.